Salut, c'est Franck Taluto. Défenseur passé par Saint-Etienne au début des années 90, Sylvain Castenduch est aujourd'hui coprésident de l'UNFP, le syndicat qui défend les footballeurs. Comment a-t-il vécu la crise de Covid-19 et l'arrêt des championnats? Quelles sont ses convictions face aux évolutions du football moderne? Il répond sans langue de bois. Le Soulevert numéro 22, épisode 1, c'est parti! Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors initialement, on aurait dû enregistrer ce podcast ensemble lors d'une de vos tournées à Saint-Etienne pour l'UNFP, le syndicat des footballeurs et footballeuses professionnelles que vous coprésidez. Cette ville, vous la connaissez bien pour y avoir joué 3 ans, on y reviendra plus longuement dans l'épisode 2, mais la crise sanitaire nous a obligés à faire différemment et c'est donc finalement à distance qu'on se parle, on est en avril 2021. Par rapport à ce contexte qu'on vit tous, justement, est-ce que vous venez de vivre l'année la plus compliquée sur le plan professionnel? Oui, en tout cas, ça a été une année exceptionnelle dans le sens où ce sont des événements qui ne sont jamais arrivés dans le football, de toute façon, mais dans la vie en général, avec cette crise sanitaire, mais aussi donc liée à la crise économique, puisque forcément la crise sanitaire a engendré des problèmes économiques inédits de par leur ampleur et leur importance. Et puis s'est rajouté à ces problèmes la défaillance de Mediapro, qui était le diffuseur, qui était propriétaire des droits télé pour la saison 2021 et qui a fait faillite à l'automne dernier. Donc c'est vrai que ça a été un gros cumul de difficultés et de choses qu'on n'avait jamais connues, mais en même temps, j'ai la prétention de dire que l'UNFP n'a jamais autant et aussi bien travaillé que depuis le début de cette crise. Alors justement, il y a 1 an, vous aviez rédigé une tribune qui était parue dans le journal Le Monde pour appeler à l'arrêt des compétitions. Et c'est finalement ce qui s'est produit puisque la Ligue 1 a été d'ailleurs le seul des 5 grands championnats à ne pas reprendre. Et beaucoup de dirigeants ont contesté même juridiquement cette décision actée par l'État. Avec le recul, est-ce que vous referiez la même chose aujourd'hui? Ah oui, complètement, d'autant plus qu'on n'est toujours pas sorti de cette crise sanitaire, qu'il y a toujours plein de choses qu'on ne connaît pas. Et qu'à l'époque, on avait vraiment mis en avant et on était très inquiet pour la santé de nos joueurs et de nos joueuses. Donc, je n'ai vraiment aucun regret par rapport à ça. Quand on voit encore aujourd'hui le nombre de contaminations et les effets d'ailleurs qu'on ne mesure pas toujours encore sur la santé de nos joueurs, je pense vraiment qu'à ce moment-là, c'était vraiment la seule décision à prendre. D'ailleurs, elle a été finalement assez facilement prise par les pouvoirs publics et par le président de la fédération, qui sont souverains et qui avaient, eux, pris cette responsabilité. C'est vrai que moi, à l'époque, quand j'avais fait cette tribune dans Le Monde, c'était déjà pour alerter, plus que pour être, ferme et définitif sur l'arrêt des compétitions, mais plus pour mettre en garde sur le fait que c'était la santé des athlètes qu'il fallait absolument préserver. J'ai lu que vous étiez confiné à Metz à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de ce qui a précédé justement la rédaction de cette tribune, les réunions virtuelles, les échanges et puis éventuellement le sondage de vos adhérents, parce que j'imagine que c'est ce qui s'est passé? Voilà, ça s'est passé comme ça. On a très vite mis en route notre réseau et nos liens privilégiés et particuliers avec les joueurs. On a fait un sondage grandeur nature, avec plusieurs centaines de garçons qui ont été appelés et qui nous ont confié majoritairement, très majoritairement, à ce moment-là, leur inquiétude et surtout leur volonté de ne pas continuer. On ne parlait pas d'arrêt définitif à ce moment-là, on parlait de reporter parce qu'on espérait que ça ne durerait que quelques semaines. Mais au fur et à mesure, on s'est bien rendu compte qu'au vu de l'ampleur des dégâts, il fallait se diriger vers un arrêt. Donc, il y a eu en effet cette consultation de nos adhérents. Je vous dis, une très grande majorité nous confiait leurs inquiétudes et nous demandait justement de peser pour que au moins ce soit stoppé dans un premier temps. Et puis,
pour moi personnellement, ça a changé complètement ma vie et mon rythme, puisque comme vous l'avez dit, je me suis confiné à Metz, alors que jusque-là, tous les jours, je faisais l'aller-retour à Paris, puisqu'on a nos bureaux dans le 2e arrondissement de Paris, et donc je me rendais tous les jours jusque-là en train. Avec le TGV, ça va très très vite et très très bien. Donc je faisais des allers-retours à Paris. Et donc depuis ce moment-là, en fait, j'ai dû dans un premier temps ne plus y aller, hein, c'est sûr. Et puis là, depuis, ça fait un an que j'ai considérablement réduit mes déplacements au siège, puisque en ce moment, je n'y vais qu'un jour par semaine. Donc il y a eu aussi je ne vais pas pleurer, hein, loin de là, puisque j'ai la chance d'être bien installé ici à Metz. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, c'est vrai que ça a été un moment de grand changement. Mais en même temps, je vous l'ai dit, on n'a jamais aussi bien travaillé. Et c'est vrai qu'on a mis en place des procédures avec des visios, avec les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui, en effet, à la fois de travailler au sein de l'UNFP, mais surtout de rester en contact avec nos joueurs et nos adhérents, puisque dans votre introduction, vous évoquiez ma tournée présidentielle dans les clubs. C'est vrai que ça fait un an et demi maintenant, enfin plus d'un an que je ne me suis pas déplacé. Et donc, ça aussi, c'est vrai que le contact avec les joueurs et d'aller dans les clubs me manque énormément. Depuis un an, le football a bien évidemment repris. Quel regard vous avez sur cette saison 2020-2021 qui se joue dans des stades vides et qui tout doucement arrive à son terme? La grande tristesse, c'est ça. D'ailleurs, les joueurs le disent continuellement, hein. C'est vrai que personne ne s'habitue à ces stades vides, à ce manque d'ambiance. Et puis aussi, évidemment, pour les dirigeants, des recettes considérables en moins. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment le très mauvais côté. Et je crois que les joueurs, d'ailleurs, témoignent qu'ils ne s'habituent pas. C'est quelque chose qui nous manque à tous beaucoup. Les joueurs, parce qu'ils n'ont pas cette ambiance sur le terrain, et puis nous, évidemment, qui sommes dans les tribunes, il y a une frustration et un manque terrible. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a dit ça, sportivement en tout cas, on peut se rendre compte cette année que le championnat n'a jamais été aussi serré, puisque pour la première fois depuis longtemps, le Paris Saint-Germain n'écrase pas la compétition. Pour une fois depuis longtemps, on n'a pas une équipe qui a déjà le championnat gagné à une dizaine de journées de la fin. Donc, à tous les étages, la bataille est rude. Je trouve que c'est un championnat de bonne qualité, puisque je vous dis, il y a une forme d'homogénéité, de valeur et de comportement d'ailleurs. Voilà, donc c'est bien qu'on ait pu reprendre, évidemment, avec ce handicap de tribunes vides et puis de supporters qui ne peuvent pas soutenir. Mais au-delà de ça, je trouve que sportivement, ça tombe bien, ça tombe très bien que ce championnat soit celui qu'il est cette année. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la situation économique est compliquée. Il y a eu la défaillance de Mediapro. On entend parler aussi d'un désintéressement d'une partie du public, notamment le public jeune. Il risque donc d'y avoir de la casse, encore une fois, au niveau économique. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos adhérents? Est-ce que vous pensez que le taux de chômage va grimper dans le monde du foot cet été? Je pense qu'il y a une inquiétude générale, hein, une inquiétude des dirigeants qui est très légitime, une inquiétude des staffs techniques, une inquiétude des joueurs, évidemment. Ce serait de l'inconscience que de ne pas être inquiet aujourd'hui, parce qu'en plus, les dirigeants avec qui on a négocié justement des aménagements de contrats individuellement, ou en tout cas, il y avait une forme d'incitation de l'UNFP à faire en sorte que les joueurs soient, conscients des difficultés de leur club. Donc, on a facilité ça, on a été en relation avec les dirigeants, donc les joueurs sont conscients de ces difficultés. Il y a une inquiétude, il y a eu d'ailleurs des accords qui ont été trouvés ici ou là individuellement avec des joueurs pour des baisses de salaire ou des reports de paiement ou des aménagements contractuels. Donc ça, c'est quand même la preuve que les joueurs sont très conscients de la situation, parce que le premier réflexe, hein, ça a été qu'ils nous disent que ils n'étaient pas responsables des défaillances de Mediapro et de la crise sanitaire. Donc comme un contrat avait été signé, le premier réflexe était de se dire aux dirigeants de se débrouiller et de respecter les contrats qu'on a signés avec eux. Mais voilà, en discutant avec eux, en leur expliquant la situation inédite et catastrophique que connaît le football français, ils sont revenus à de meilleures dispositions, et donc ici ou là, je vous dis, des accords ont été trouvés. Donc ça c'est une première chose qui montre l'inquiétude logique. Et puis la deuxième, c'est que encore aujourd'hui, la Ligue de football professionnel et Vincent Labrune, le nouveau président, n'ont toujours pas trouvé de diffuseur qui
qui, vous le savez, assume une grande partie des ressources et des recettes du football professionnel. Ce diffuseur, aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'accord qui a été trouvé avec l'un ou l'autre. Donc, c'est une inquiétude, évidemment, qui est aussi très forte, puisque le contrat qui avait été signé avec Mediapro était un très, très bon contrat. Oui. Le fait qu'il soit devenu caduc et le fait qu'on envisage une baisse importante par rapport à ce contrat-là, c'est évidemment un gros, gros problème pour tout le monde. Je voulais commencer par ces questions d'actualité avant de revenir au fondement de ce qui fait votre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'UNFP et son rôle ? Alors l'UNFP, on est une cinquantaine de salariés, dont la plupart ont été anciens footballeurs professionnels, puisque c'est notre caractéristique. On a quelques piliers d'activité. Le pilier principal, c'est qu'on représente les joueurs et on porte leur voix dans les institutions sur la dimension politique. Ce sont des salariés comme les autres, donc il y a une convention collective qu'on négocie avec les employeurs. Ça, c'est le rapport, c'est le dialogue social, c'est le rapport entre un salarié et son employeur. Donc là, on assume cette fonction-là pour les joueurs. On est un peu partout à la fédération, à la ligue, en tout cas partout où le footballeur professionnel doit se placer et doit discuter. Donc ça, c'est un peu notre ADN historique, puisque l'UNFP a plus de 60 ans maintenant. Donc ça fait maintenant 60 ans que l'UNFP représente et défend les joueurs sur leur convention collective qui a été créée d'ailleurs en 72, à la suite de la seule grève des anciens à l'époque. Il y avait eu une grève parce que justement, jusque-là, les joueurs étaient sous contrat de 20 à 35 ans. Il n'y avait pas de contrat à durée déterminée. Donc voilà, ça c'est le petit point historique qui montre que l'UNFP a mis en place pour les footballeurs professionnels le statut qu'ils connaissent aujourd'hui, avec les CDD, avec tous les droits qui se rattachent à leur convention collective. Donc ça, c'est notre travail institutionnel, auquel on rajoute de plus en plus une dimension d'intérêt général, puisque, vous le savez, on n'en a pas parlé puisqu'on a évoqué simplement la crise à court terme, mais cette crise va entraîner des réformes à plus long terme. Et jusque-là, l'UNFP n'était pas forcément partante, ou en tout cas participatrice de ces grandes réformes quand elles avaient lieu dans le football professionnel, puisque d'habitude, jusque-là, c'était plutôt les principaux dirigeants qui donnaient les grandes directions et les grandes directives. Là, avec cette crise, et dans la mesure où les présidents ont bien senti qu'on était très proche des joueurs, ils ont compris le rôle qu'on pouvait avoir, ils ont encore un peu mieux compris ce rôle-là, et donc on va participer dans les semaines qui viennent aux grandes réformes qui vont devoir se faire. Donc je vous cite pêle-mêle, par exemple le format des compétitions, de savoir combien d'équipes il y aura en Ligue 1, en Ligue 2, que va-t-on faire du championnat national, est-ce que comme certains le demandent, il va devenir professionnel ou pas, est-ce que le premier contrat professionnel peut passer de 3 ans à 5 ans, puisque la loi aujourd'hui empêche un président de faire signer un jeune joueur plus de 3 ans s'il s'agit de son premier contrat professionnel. Est-ce qu'on va discuter de limitation d'effectifs? Est-ce qu'on va discuter de salary cap? Est-ce que toutes ces questions-là, ces grandes réformes, l'UNFP va y participer. Donc ça, c'est notre pilier institutionnel. Ensuite, je renforce moi à l'UNFP le pilier, ce qu'on appelle le pilier social. Et qui aura 2 grands chapitres. Un, c'est l'engagement sociétal des joueurs. On a lancé un mouvement qui s'appelle Positive Football, et d'ailleurs j'invite vos auditeurs à taper ce nom-là sur Internet, et on a une plateforme qui va montrer justement à vos auditeurs tout ce que les joueurs font et ont fait sur cet engagement, sur cette dimension sociétale, sur des engagements bénévoles pour aider des causes, etc. Donc on a lancé un mouvement. Beaucoup de joueurs jouent le jeu, on est très contents parce qu'il y avait un vrai besoin de leur part de rendre au football ou à la société ce que le football plutôt leur a apporté, mettre leur notoriété au service de causes. Donc ça, c'est une des dimensions du pilier social. Et puis, on vient de lancer un programme qu'on a appelé UP. Ça, c'est l'acronyme, mais c'est Unlimited Players. J'ai très à cœur pour exagérer, de pallier à la précarité éducative de nos joueurs. Parce qu'on le sait, quand on devient joueur professionnel, en général, on arrête ses études, on ne se forme plus forcément en parallèle.
Et moi, je suis très inquiet pour les générations à venir et pour tous les jeunes qui vont embrasser cette carrière de footballeur professionnel. Je pense qu'il faut qu'on les sensibilise sur le fait qu'une carrière ne dure pas très longtemps. Et donc, on a lancé ce programme UP avec de 13 ans pour schématiser jusqu'à la fin d'une vie presque, puisqu'on ne s'arrêtera pas à la fin de carrière du joueur. L'idée, c'est que l'UNFP puisse proposer aux joueurs, en fonction de leur âge, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur niveau d'éducation ou de leur niveau scolaire, c'est de leur apporter des solutions et de leur amener des propositions sur la dimension éducative. Donc ça, c'est très, très important à mes yeux. Et on a lancé, je vous dis, ce programme qu'on va commencer à promouvoir et puis à proposer aux joueurs dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Et puis, dernier pilier, ce qu'on appelle le pilier serviciel. Celui-ci, c'est d'accompagner le joueur dans toutes les dimensions de son métier, c'est-à-dire je vous ai parlé là de formation et de reconversion, mais il y a aussi l'accompagnement financier, puisqu'on a quelques garçons qui se sont spécialisés sur la gestion de patrimoine, et puis sur la dimension d'assurance, puisque et peut-être que le grand public ne le sait pas suffisamment, mais les joueurs contractent individuellement des assurances pour assurer leur corps par rapport à des blessures et éventuellement à des arrêts de carrière suite à des blessures importantes. Donc voilà un peu toute la panoplie et tout le panel d'activités qu'on a à l'UNFP. Donc vous voyez que on n'est pas trop d'être une cinquantaine, et puis surtout on n'est pas trop pour accompagner tous les joueurs qui le souhaitent, parce que en échange de tout ça, on leur demande simplement une petite adhésion qui est très très symbolique au vu des services et de l'accompagnement juridique aussi dont j'ai pas parlé, parce que dans le pilier serviciel il y a aussi l'accompagnement juridique pour des joueurs dont le contrat n'est pas toujours respecté. On est présent dans la commission juridique à la Ligue par exemple, et donc voilà, pour tout ça, le joueur nous paye en Ligue 1 320 € par an d'adhésion. Donc vous voyez que c'est plus que symbolique. Et puis en Ligue 2, c'est 250 € par année. Donc vous voyez que c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une question encore une fois, voilà, c'est une participation toute symbolique en échange de beaucoup de personnes qui sont à leur service. Dans vos explications, vous avez répondu à une des questions que j'allais vous poser plus tard, donc je vais la poser tout de suite. Si on caricature, le footballeur professionnel est une personne généralement bien entourée, que ce soit par un agent, un avocat, éventuellement un conseiller en patrimoine, qui gagne quand même relativement bien, voire beaucoup sa vie par rapport à un salarié lambda. Pourquoi est-ce que ces personnes ont besoin d'être représentées par un syndicat ? Je vous dis, il y a le fait que leur agent, leur avocat, etc., n'ont pas accès à la Ligue et à la fédération. C'est nous qui les représentons dans toutes ces réunions, au conseil d'administration, au comité exécutif de la fédération, etc. Donc, il y a une dimension de représentativité syndicale que seul l'UNFP peut remplir. Donc ça, c'est déjà très important, puisque je vous dis, quand des joueurs ont des soucis de respect de contrat, de respect de primes, enfin de toutes sortes de questions qui peuvent se poser par rapport au respect du contrat, il n'y a que l'UNFP qui peut les défendre. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important pour eux. Et ensuite, on leur explique qu'on est nous les mieux placés pour les accompagner sur les autres dimensions, parce qu'on a été à leur place, on a été footballeur professionnel, et que, par exemple, et c'est pas péjoratif, mais un banquier lambda, un avocat lambda ou un conseiller en gestion de patrimoine lambda n'a pas forcément à la fois la connaissance et la sensibilité et n'a pas forcément la bonne approche par rapport à une telle spécificité d'être footballeur professionnel, parce que je vous rappelle quand même un chiffre, on a fait des calculs là dernièrement, une durée moyenne de carrière de footballeur professionnel, c'est 7 ans. Donc ça passe très très vite, il faut forcément optimiser et donc nous on considère qu'on est très très bien placé pour et en plus ces conseils ce qui ne gâche rien sont gratuits, sont des services qu'on leur apporte en échange, je vous dis, de l'adhésion plus que symbolique qu'on leur demande une fois par an. Donc ça ne gâche rien, puisque tous ceux qui sont autour d'eux en général et qui les conseillent, forcément se servent généreusement sur leurs revenus, alors qu'avec l'UNFP, ils savent qu'ils ont un conseil désintéressé. Je faisais évidemment un petit peu de provoque avec ma question. Par contre, je voulais vous parler de chiffres aussi que j'ai lus en préparant notre discussion et qui m'ont un peu interpellé. C'est que dans la société, de façon générale, le taux d'adhésion au syndicat baisse. Je crois qu'on est aux alentours, voire même en dessous des 10%, alors que vous faites quasiment le plein. C'est assez impressionnant. Je crois que j'ai lu 95 ou 98%.
On est à 93 là, on est en 93. On en aura un tout petit peu moins cette année puisqu'il faut aller les voir et comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu vraiment se déplacer parce que même si l'adhésion est symbolique, le garçon ne vous signe pas un chèque ou ne vous donne pas d'argent si vous ne lui prouvez pas justement que vous êtes utile pour lui. Donc ça c'est un travail qu'on a eu un peu de mal à faire cette saison, mais en tout cas jusqu'à l'année dernière, on était bon an mal an à 93% d'adhérents. Donc les 7% qui manquent eh ben, c'est ceux, par exemple, les jeunes qui nous connaissent un tout petit peu moins, même si on a aussi des actions de présentation et d'information dans les centres de formation. Mais bon, on a un tout petit déficit parfois, et notamment pour des joueurs qui viennent des rangs amateurs, qui deviennent soit professionnels ou voilà, qui accèdent en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc ceux-là, on met toujours un an ou deux avant de les convaincre d'adhérer. Et puis on a quelques étrangers aussi, soit qui sont adhérents de la FIFPro ou adhérents dans leur pays d'origine, parce que bon, la FIFPro, il y a quand même 70 pays maintenant où il y a des syndicats de footballeurs comme l'UNFP en France. Donc on a aussi des étrangers qui sont adhérents de leur pays, qui nous le disent. Et donc évidemment, puisque la FIFPro chapeaute tout ça, du coup on leur demande pas l'adhésion en France. Donc voilà un peu. Sinon on est évidemment très 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 représentatif et c'est vrai que vous l'avez souligné, hein, généralement la dimension syndicale a de moins en moins la cote en France. Nous on a quand même on a une particularité, c'est qu'on est quand même sur une niche, hein. Il y a 1300 joueurs pro en général, là aussi en moyenne d'une saison à l'autre. Donc bon, c'est pas non plus une population, exponentielle. Donc ça nous permet de presque faire du sur-mesure avec chacun. Les syndicats grand public, justement, ont une coloration politique qui est assez transparente. Si je cite par exemple la CGT, le MEDEF, qu'est-ce qu'il en est de l'UNFP s'il fallait la placer sur un schéma, on va dire, traditionnel gauche-droite? Non, complètement apolitique. On est vraiment sur la dimension sportive. Donc, non, il n'y a pas du tout de connotation politique. D'ailleurs, au sein de l'UNFP, hein, on en discute évidemment de temps en temps quand on discute de choses et d'autres. Il y a toutes les sensibilités. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur c'est pas un critère évidemment ni interne ni externe. On se situe pas du tout encore une fois, sur une ligne politique. Et le footballeur, en règle générale, si on peut établir une catégorie, est-ce qu'on a tendance à l'associer plutôt à la droite, de par la nature de ses revenus? Est-ce que c'est un cliché? Non, je pense que non, c'est un cliché. Oui, c'est un cliché. Non, d'ailleurs, il n'y a pas que dans le foot ou que dans le sport, hein. Il y a des milieux où il y a des personnalités qui gagnent énormément d'argent et qui sont enfin publiquement de gauche. Donc c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on est de droite ou inversement quand on ne gagne pas de l'argent on est de gauche. Donc non, je pense que ça c'est un raccourci, c'est un cliché. Et je pense que comme dans toute catégorie professionnelle, il y a toutes les sensibilités. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas sur une ligne, qu'on n'est pas du tout sur une ligne politique au sens traditionnel du terme. Nous, notre politique, c'est d'accompagner nos joueurs, nos adhérents pour qu'ils aient le meilleur statut et qu'ils puissent justement être performants et s'exprimer pleinement sur le terrain. C'est ça notre politique. Durant votre carrière, vous avez connu la fin de la possibilité pour un gardien de but de prendre le ballon à la main sur une passe au pied d'un coéquipier. Vous avez évoqué tout à l'heure. Ça existait, ça? Ah oui, ça existait. Et tout à l'heure, vous avez évoqué des changements à venir, comme par exemple l'allongement peut-être du premier contrat pro. Est-ce que l'UNFP milite pour d'autres changements de règles ou d'aménagement on va rester sur l'aspect du jeu en lui-même? Écoutez, moi, ce que je suis depuis le début de cette chose-là, par exemple, je suis à fond contre la vidéo. Donc ça, je trouve que d'ailleurs, je suis conforté au fur et à mesure. On n'était pas nombreux, hein. Il y avait Michel Platini qui était lui carrément publiquement opposé à ça, en expliquant que ça déshumanisait, en expliquant que justement il y aurait d'autres problèmes. J'ai moi la même opinion depuis le début et je vous dis, je suis conforté parce qu'on voit que par exemple aujourd'hui avec la VAR, c'est juste un report de responsabilité d'interprétation. Je trouve qu'on fragilise les arbitres qui sont sur le terrain, à tout point de vue,
D'ailleurs, à mes collègues arbitres, quand on est en réunion entre acteurs, puisqu'on se réunit de temps en temps avec les représentants des entraîneurs, des arbitres, des administratifs, etc., on évoque justement ces dimensions-là. Et depuis le début, moi, de nos réunions, je leur dis aux arbitres, faites attention parce que le jour où vous allez demander des conditions meilleures, le jour où vous allez avoir besoin de quoi que ce soit, on va vous rétorquer que la technologie et la technique aujourd'hui, la vidéo, demandent tellement de moyens qu'au fur et à mesure, eh ben, c'est vous qui allez pâtir, alors que vous annoncez partout que vous êtes pour et que c'est une avancée et que ça va vous aider. Moi, je me rends compte aujourd'hui, et je vous dis, j'aurais préféré me tromper, mais j'ai vraiment l'impression, à la fois en termes de moyens financiers, humains, etc., que la vidéo va vampiriser, va faire que ça va devenir, encore une fois, ça va déshumaniser notre système et notre foot. Et je suis d'autant plus conforté que je viens de lire, alors je ne sais plus trop où, que même au niveau de la FIFA, on imaginait que le hors-jeu devienne justement quelque chose de mécanique, de quelque chose de numérique, de technologique. Donc je me demande dans quelques années ce qui va rester aux arbitres. Je pense qu'ils vont disparaître. Le risque il est là, puisque notamment au plus haut niveau, puisque on pourra pas déplacer évidemment cette technologie, ce qui est d'ailleurs un autre souci au niveau amateur, parce qu'il va y avoir, c'était aussi ce que je craignais à l'époque, un décalage énorme entre le football pro et puis le football amateur, parce que les moyens seront évidemment n'auront aucune commune mesure. Mais moi, ce que je crains, c'est que justement on amplifie ce phénomène de vidéo et puis que du coup, les robots ou je sais pas qui, l'intelligence artificielle fera que voilà, dans quelques temps, on n'aura même plus besoin d'arbitre. Donc je caricature, je vais peut-être un peu loin, mais voilà un exemple, si vous voulez, alors à l'UNFP, on n'est pas tous aussi déterminés et puis aussi radicaux sur cette question, mais voilà par exemple quelque chose quand même d'important aujourd'hui pour le jeu, dont il va falloir aussi discuter parce que bon, on a des soucis financiers. Je sais qu'à la Ligue, par exemple, la question se pose aujourd'hui sur le salaire des arbitres, sur les moyens qui sont mis à disposition, sur le recrutement des arbitres, etc. Au niveau humain, les présidents et les dirigeants ne sont pas prêts à mettre plus d'argent. Par contre, c'est une fuite en avant sur les investissements technologiques. Et là, je me dis à un moment donné, il va y avoir un gros problème. Parce que les enveloppes sont pas extensibles et qu'à un moment donné, je vous dis, ça va. Alors que justement après cette crise, on pouvait espérer que le côté humain et l'humanisme d'une manière générale devaient reprendre le dessus. Voilà un exemple de dossier qui est encore une fois important pour le jeu, qui à mon sens ne va pas dans la bonne direction et qui va pas aller dans le sens d'un humanisme et d'une forme à la fois de tolérance par rapport à des erreurs qui pourraient être faites, d'ailleurs qui n'ont pas été palliées par la technologie. On le voit aujourd'hui, oui, encore une fois. C'est ce que j'allais vous dire. C'est plus des arbitres sur le terrain qui se trompent, c'est des gens dans des cars ou dans des studios qui font de mauvaises interprétations. Donc on n'a rien réglé. Au contraire, on a fragilisé l'arbitre sur le terrain et en plus, on a toujours ces polémiques qui seront de toute façon inévitables, quelle que soit la technologie qu'on mettra en place. Donc, c'est beaucoup de gâchis, je trouve, alors qu'on aurait dû renforcer justement la dimension humaine, une meilleure préparation encore, de meilleurs moyens pour nos arbitres sur le terrain. L'objectif de l'assistance vidéo, c'était d'amener une forme d'équité par rapport à des décisions qui pouvaient avoir des grosses conséquences. Bon, on voit que la pratique tord le cou à la théorie. Il y a une autre question qui est liée à l'équité, c'est la notion des 5 remplacements par match, qui a été mise au départ temporairement en place. Vous avez quel regard là-dessus ? Est-ce que vous êtes pour son maintien à plus long terme ? Ah oui, ça c'est une bonne chose parce que on a des effectifs quand même entre 25 et 30 joueurs dans chaque club minimum. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir à la fois en mettre plus sur la feuille de match et puis d'avoir plus de remplaçants et surtout de pouvoir les utiliser. Je trouve que c'est intéressant pour les joueurs, c'est intéressant pour les entraîneurs aussi parce que ça leur offre des possibilités supplémentaires d'influer sur leur équipe et puis sur les joueurs. Donc oui, là je suis à 100% pour, parce qu'on est là aussi, on est dans l'humain en fait, c'est-à-dire que on fait en sorte que justement il y ait plus de joueurs et puis que les entraîneurs aient plus de moyens pour peser sur les rencontres et sur la dimension technique. J'ai une dernière question sur cet aspect évolutif du football. Qu'est-ce que vous pensez, alors vous personnellement et puis vous représentant des joueurs, des démarches qu'entreprennent les grands clubs pour créer une ligue fermée, quelles conséquences ça pourrait avoir pour vos adhérents ?
On est absolument contre, absolument contre. Là, par contre, il y a pas de débat au sein du NFP. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat au niveau des joueurs. Je pense que c'est l'ambition de quelques présidents de soi-disant grands clubs européens et peut-être 2 ou 3 Français, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas du tout de consensus à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut au contraire garder le système de montée, de descente. Je pense que c'est ça qui fait On peut pas copier le modèle américain chez nous. Je pense qu'il faut vraiment, enfin, être farouchement opposé à ces ligues fermées, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ou à ces compétitions fermées, puisque on n'a pas besoin forcément de parler de ligue. Hein. Ça peut aussi se passer au sein de certaines ligues, mais je pense qu'il faut vraiment éviter ça au maximum. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de liens entre amateurs et je parlais de l'arbitrage avec le décalage entre le monde amateur et le monde professionnel. C'est vrai que garder aussi des compétitions et des liens entre le football amateur et le football pro, c'est aussi ce qui fait ce qui fait l'intérêt, ce qui fait la force et ce qui fait le sel du football en France, quoi, en fait. Donc, non, je pense que là, j'espère qu'au plus haut niveau, mais on voit les dirigeants à la FIFA et à l'UEFA, puisque c'est l'objectif de certains présidents de certains grands clubs, sont quand même mobilisés pour éviter que ça n'aille dans ce sens. Et c'est une bonne chose. Vous pensez qu'on arrivera à l'éviter ou c'est inéluctable ? Non, j'espère qu'on arrivera à l'éviter. Je suis pas sûr à 100% parce que c'est toujours pareil. Quand il y a énormément de moyens et puis que ça dégage plus de moyens, forcément, après, il y a des possibilités d'acheter en quelque sorte certaines choses. Donc, non, je pense vraiment, j'espère que au plus haut niveau, et notamment en Europe, on sera assez costaud pour qu'on n'en arrive pas là. Pour terminer ce premier épisode, j'ai une dernière question qui vous concerne vous plus personnellement. Donc, vous étiez adhérent à l'UNFP du temps de votre carrière de footballeur. Vous en êtes le coprésident, je crois, depuis 2006. Mais vous êtes aussi investi dans diverses causes. Vous avez parlé de Positive Football tout à l'heure. Il y a aussi, je crois, la vice-présidence de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs. D'où vous vient cet engagement, cette notion du bien général ? Est-ce que c'est une question d'éducation familiale ? Comment vous l'expliquez ? Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Depuis tout petit, je baigne un peu justement mes parents, ma famille en général. Vous savez, dans la Moselle et la Lorraine sidérurgique, il y avait une conscience. Il y avait une forme de conscience, salariale. Il y a un climat propice à ça. D'ailleurs, c'est pas un hasard si beaucoup de syndicalistes, pas seulement dans le foot, mais un peu dans tous les domaines, sont issus de notre région. Donc oui, il y avait un contexte familial. Ça parlait en effet, encore une fois, du salarié. Ça parlait de ces rapports entre patrons et ouvriers. Ça parlait de l'intérêt général, évidemment. Donc j'ai baigné là-dedans. Et puis après, dans le sport, j'ai toujours été capitaine depuis tout petit. Donc ça devait correspondre aussi à un profil, à une personnalité. Donc le fait d'avoir été capitaine, forcément, quand on est capitaine, on s'occupe des autres. Hein. On est dans le collectif. On est à veiller à ce que tout le monde aille dans le même sens. Donc voilà, ça a été aussi dans ce domaine-là une continuité. Et puis, j'ai pas seulement été adhérent de l'UNFP quand j'étais joueur, puisqu'on a une organisation qui fait que même en étant en activité, j'ai déjà eu des responsabilités en étant au comité directeur dans un premier temps, puis j'ai été nommé vice-président alors que j'étais encore joueur. Et donc, voilà, le débouché naturel, ça a été que Philippe Pia me propose de l'accompagner quand j'ai arrêté en m'y consacrant à plein temps, même si pendant 7 ans, j'ai été adjoint au maire de la ville de Metz. Ça a été une parenthèse à la fin de ma carrière de joueur. J'ai mené en parallèle ce poste d'adjoint à la mairie de Metz avec la vice-présidence de l'UNFP. Et puis ensuite, en 2006, comme vous l'avez dit, je suis passé coprésident. Et en 2008, j'ai arrêté mon mandat d'adjoint à la ville de Metz. Donc je suis très très heureux. Je m'y consacre pleinement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en vous déclinant les activités qu'on met en place, il y a largement de quoi faire. Et puis encore une fois, sur une dimension en effet nationale, ne pas être attaché à un club en particulier, mais de m'occuper de l'ensemble de nos joueurs, joueuses et des plus jeunes aux plus âgés. Donc c'est vraiment très 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 intéressant et je suis vraiment très heureux d'avoir fait ce choix-là parce que je pouvais faire autre chose, mais je suis très heureux d'avoir choisi ça. Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Sylvain Castenduch.
Si ça vous a plu, je vous encourage à partager le lien du podcast à vos proches, sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour poursuivre la discussion, ça se passe sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le 26 mai pour l'épisode 2. Ciao!